Salut à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, vous l'avez vu dans le titre certainement, le top flop du mois, en l'occurrence le mois de septembre. Voilà, c'est un nouveau concept qu'on a imaginé avec le reste de l'équipe, dans lequel on va faire un petit peu une revue d'actu du dernier mois qui s'est écoulé sous forme de top flop. Alors voilà, c'est très simple, je vous explique en deux mots, de toute façon c'est pas très compliqué. Il va y avoir 3 actus, 3 performances, 3 résultats qui nous ont impressionnés durant le mois écoulé, et 3 autres perfs, 3 actus, 3 dossiers qui nous ont déçus et qui ont déçu en général, qui n'ont pas répondu aux attentes. Alors vous l'avez sûrement vu sur la Minia, on va parler de Sepkus, de CocoGauff ou encore des Wallabies, je vous en dis pas plus. En attendant, juste avant que la vidéo démarre, je vous rappelle qu'on est également présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. On parle d'actualité sportive tous les jours. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil et vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Je vous rappelle également qu'on est depuis quelques temps en partenariat avec Royalties. Alors rapidement, Royalties, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la première plateforme qui vous permet d'investir dans des personnalités. Au lieu d'investir en bourse, par exemple, eh bien, vous pouvez désormais investir dans des talents, dans des sportifs. En l'occurrence, ils ont énormément de sportifs. Parmi eux, au pif, voilà, certains qui me viennent en tête, je sais pas, Daniil Medvedev, Antoine Dupont ou encore Aurélien Tchouaméni. Voilà, donc vraiment des sacrées têtes d'affiche. Vous pouvez investir dans leur carrière si vous le souhaitez en achetant des actions les concernant qui s'appellent des ROI et qui vous donnent un rendement mensuel qu'on appelle yield. Donc si vous créez un compte à partir de notre lien que vous allez trouver en description et que vous achetez un ROI, vous allez obtenir un cadeau qui s'appelle sur la plateforme un reward et qui correspond à un ROI d'une valeur maximale de 10 000 euros. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous et nous, ça nous encourage. Allez, je vous embête pas plus que ça. Le top flop du mois de septembre, c'est parti, on démarre juste après ça. Et on va commencer par les tops et avec la victoire de CocoGauff à l'US Open. Ça y est, elle l'a enfin fait. Plus de 4 ans après avoir éclos aux yeux du grand public en battant la doyenne, la vétérante, la légende Venus Williams sur le Center Court de Wimbledon au premier tour du Grand Chelem londonien en 2019. Pour ce qui représentait à l'époque, on le rappelle, son tout premier match de Grand Chelem, eh bien la jeune américaine a réalisé son destin. Elle a réalisé l'accomplissement que tout le monde lui prédestinait depuis tant d'années, avec d'ailleurs un peu trop d'impatience parfois, à savoir remporter enfin un tournoi du Grand Chelem. Mais entre son exploit face à Venus sur le Center Court de Wimbledon et cette victoire enfin à Flushing Meadows il y a quelques semaines, eh bien tout n'a pas été facile pourtant pour CocoGauff. Elle lance un petit flashback, donc après une constante et progressive ascension, elle a fait pour la première fois son entrée dans le top 10 le 12 septembre 2022, soit plus de 3 ans après son exploit contre Venus. Donc finalement c'était il y a à peine plus d'un an, et après ça elle a eu quand même beaucoup de mal à passer à l'étape supérieure et à vraiment rivaliser avec les grandes patronnes du circuit, et notamment celle qui était encore numéro 1 mondiale jusqu'à il y a quelques temps et qui est même encore, on peut le dire, la meilleure du monde depuis 2 saisons environ, Iga Świątek, la polonaise, une joueuse contre qui elle avait perdu 7 fois en 7 confrontations jusqu'à cet été et qui avait déjà brisé ses rêves d'ivresse en finale de Roland Garros en 2022, vous vous en rappelez certainement, pour ce qui représentait la première finale de Grand Chelem de CocoGauff. Vous l'aurez remarqué, j'ai précisé 7 défaites jusqu'à cet été car justement depuis cet été, eh bien tout semble avoir changé pour l'américaine de 19 ans, la joueuse au mental et au coup droit parfois fébrile, c'est assez connu sur le circuit WTA que CocoGauff a énormément de qualité mais un coup droit assez fébrile. Et bien depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon cet été contre Sofia Kenin, est devenue une machine à gagner. Elle a tout simplement tout arraché aux États-Unis cet été avant l'US Open. Elle a remporté le 500 de Washington et le 1000 de Cincinnati, où elle a notamment battu sur son passage celle contre qui elle n'avait jamais gagné. Vous l'avez très certainement deviné, Iga Świątek. Ça y est, son complexe d'infériorité enfin balayé, c'est donc en toute logique qu'elle arrive en tant que grande favorite, ou en tout cas parmi les grandes favorites à la victoire finale à l'US Open début septembre. Et d'ailleurs le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle va tenir son rang, car contrairement à ses 2 grandes rivales, donc Aryna Sabalenka et Iga Świątek, eh bien CocoGauff va tenir son rang. Elle affronte d'ailleurs Sabalenka qui deviendra après cette US Open la nouvelle numéro 1 mondiale aux dépens d'Iga Świątek. Elle la joue en finale et voilà, malgré la perte du premier set, elle parvient avec des ressources mentales assez incroyables à inverser la tendance et à remporter ses finales pour aller confirmer finalement ce bel été et remporter enfin, elle a que 19 ans, faut le rappeler, ça fait 4 ans qu'elle est sur le circuit, mais elle a même pas encore 20 ans, CocoGauff. Mais voilà, après des années d'attente, elle remporte enfin ce premier titre du Grand Chelem, et à la maison s'il vous plaît, devant le public new-yorkais. Allez, on passe au deuxième top et on ne pouvait pas ne pas en parler. Sepkus, vainqueur de la Vuelta, ou la victoire la plus improbable certainement de la saison de cyclisme au vu du plateau en Espagne cette année, surtout au vu de ce qu'avait réalisé Sepkus jusqu'ici, c'est-à-dire
pas grand chose, car faut le dire, voilà, Sepp avant cette victoire assez incroyable, eh bien c'était un Tour de l'Utah en 2018, une étape du Tour de France en 2021, et puis c'est à peu près tout en fait. Donc lorsque le coup d'envoi de la Vuelta est donné à la fin de l'été, celui qui me dit que Sepp Kuss faisait partie des favoris, ou faisait même partie des outsiders de la compétition, est clairement un mytho, car vraiment personne ne l'a vu venir. Personne n'aurait pu imaginer que Sepp Kuss allait remporter cette Vuelta, surtout au vu du casting XXL qui était présent en Espagne cet été, avec les trois monstres Vingegaard, Roglic et Evenepoel. Mais voilà, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est bien cet Américain au palmarès presque vierge qui va s'imposer au terme voilà, d'une performance globale maîtrisée de bout en bout. Et pourtant, voilà, la 78e édition de ce Tour d'Espagne ne laissait pas présager d'une telle surprise. C'est Remco Evenepoel qui avait démarré pied au plancher, on s'en rappelle, en prenant le général dès la 3e étape qu'il a remporté d'ailleurs. Mais voilà, ça ne va pas durer, le scénario de cette Vuelta va prendre une tournure complètement inattendue quand voilà, ce coureur américain, Sepp Kuss, va décider de mettre une piquette à tout le monde lors de la 6e étape pour grimper à la 2e place du général avant de prendre la tête de celui-ci 2 étapes plus tard. À ce moment, logique, tout le monde se dit, voilà, c'est un exploit éphémère, une prise de pouvoir éphémère, et ça ne va pas durer, non seulement car les 3 autres cadors qu'on a cités sont au contact, mais surtout que Sepp Kuss, il fait partie de la Jumbo-Visma, la même équipe que Vingegaard et Roglic, qui sont tout simplement les 2 leaders de ce qui représente aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Alors on aurait clairement pu se dire que Sepp Kuss, il allait gentiment rentrer dans le rang et voilà, servir la cause de l'un ou de l'autre pour l'aider à la victoire finale. Mais l'Américain en avait décidé autrement. Non, il voulait pas quitter voilà, cette tête du classement. Lui, il avait décidé qu'il allait remporter cette Vuelta au détriment de ses 2 coéquipiers, et il ne va tout simplement plus quitter la tête du général jusqu'à la 21e et dernière étape. Donc une performance inédite et majuscule pour ce cycliste américain sur qui vraiment personne n'aurait misé, je pense. Et c'est vraiment la belle histoire de ce mois de septembre et de cette saison de cyclisme en général. Allez, 3e et dernier top, et c'est du foot. On part en Bundesliga avec Stuttgart qui occupe à la fin de ce mois de septembre la 2e place de la Bundesliga devant le Bayern Munich et à seulement 1 point du leader, le Bayer Leverkusen. Alors c'est vrai, vous allez me dire, le championnat n'a repris que depuis 6 petites journées, mais finalement quand on regarde un petit peu tous les grands championnats européens, à part Gérone en Espagne et dans une moindre mesure Brest et Reims, car étant donné l'état des grands clubs français, quand on voit l'OM ou l'OL, bon, c'est quand même un exploit de moindre mesure, je pense, et bien il n'y a pas énormément de petits clubs qui réalisent un très gros début de saison. Alors c'est vrai, on aurait pu parler de Gérone, mais on a choisi de parler de Stuttgart car c'est vraiment, on pense finalement, l'équipe qu'on attendait le moins en Bundesliga à ce niveau, étant donné leur dernière saison qui a été vraiment cataclysmique. Pour rappel, ils ont terminé 16e de Bundesliga à l'issue de l'exercice 2022-2023 et ils ont seulement sauvé leur peau en première division à l'issue du barrage contre Hambourg. Donc vraiment la relégation est passée tout proche pour Stuttgart, même s'ils ont quand même remporté assez nettement leur barrage, 3-0 à l'aller et 3-1 au retour. Mais alors après une telle saison, une saison aussi difficile, comment expliquer un tel rebond et un tel début de saison depuis la fin de l'été? Eh bien il y a 2 principaux éléments pour expliquer tout cela. Le premier, c'est l'incroyable forme de Serhou Guirassy, l'avant-centre titulaire de Stuttgart, qui carbure en Bundesliga. Vraiment, il nous sort un début de saison monumental. Il est à 10 buts déjà en seulement 6 matchs disputés. C'est bien sûr le meilleur buteur de Bundesliga devant Harry Kane, et c'est même d'ailleurs le meilleur buteur des 5 grands championnats devant Lautaro avec 9 buts et Erling Haaland avec 8 buts. On se rappelle, Guirassy, il était arrivé la saison dernière un petit peu dans l'anonymat depuis Rennes. Il avait déjà réalisé une saison de très bonne facture sous ses nouvelles couleurs avec 14 buts en 28 apparitions. Mais là, cette saison, c'est vraiment encore plus fort. Il a presque marqué autant de buts en 6 matchs que sur toute la saison passée, et c'est vraiment en immense partie grâce à lui que son équipe est si haut au classement. Mais voilà, en grande partie, mais pas que, il n'y a pas que lui qui est aux sources de cette réussite de Stuttgart depuis le début de la saison, car le deuxième homme fort de cette équipe, il se trouve sur le banc. Il s'appelle Sebastian Hoeneß, jeune entraîneur de 41 ans qui est arrivé en avril dernier sur le banc de Stuttgart après seulement une expérience au préalable en pro, une expérience assez mitigée entre 2020 et 2022 sur le banc d'Hoffenheim. Mais là voilà, depuis qu'il est arrivé, il a complètement transfiguré le visage de cette équipe. C'est lui déjà qui était sur le banc lorsque Stuttgart est parvenu à se maintenir lors du barrage. Et voilà, de toute façon, je vais juste vous donner les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes depuis son arrivée. Stuttgart, c'est 17 matchs disputés, 10 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Donc vraiment un super bilan. Et on a vraiment hâte de savoir jusqu'où cette équipe peut aller parce que c'est vraiment prometteur pour le reste de la saison. Allez, on en a terminé avec les tops. On va passer directement au flop à présent. J'espère pour vous que votre sportif ou votre équipe préférée ne se trouve pas ici parce que ça va faire mal. Allez, c'est parti.
Et comment ne pas lancer ce flop avec l'Olympique lyonnais? Voilà, désolé nos amis lyonnais, mais avec seulement 2 points en cette journée, eh bien les Gaunes réalisent tout simplement le pire début de saison de toute leur histoire. Lanterne rouge, aucune victoire, pire attaque du championnat, pire attaque de l'histoire du club à ce stade de la compétition, changement d'entraîneur et résultat toujours extrêmement contrasté après le changement d'entraîneur. Tout va mal à Lyon, vraiment. C'est assez dramatique pour ce club historique du championnat français qui a encore seulement 3 ans était demi-finaliste de la Ligue des Champions après avoir sorti la Juventus de CR7 et le grand Manchester City de Pep Guardiola, qu'il y a encore 2 ans seulement à peine était dans le top 4 de Ligue 1 à seulement 7 points du champion lillois. Mais voilà, il semblerait qu'en France, eh bien, le PSG ne soit pas le seul club à souffrir d'une mauvaise gestion. Car voilà, depuis la saison 2021-2022, qui correspond un petit peu à la saison du début des galères pour cet Olympique lyonnais, eh bien, l'équipe a perdu énormément de ses tout meilleurs joueurs. Pour en citer quelques-uns, on peut bien sûr penser à Depay, Paqueta, Dembélé, Aouar, Guimarães, Loukeba ou encore Barcola, et tout ça sans vraiment parvenir à correctement les remplacer. Car depuis, il y a eu des recrues intéressantes sur le papier. On a eu le retour de Lacazette et de Tolisso, mais leur retour au Bercail, là où ils sont nés presque, là où ils ont éclos aux yeux du grand public, a été quelque peu mitigé finalement. Lacazette, il a réussi une énorme saison la saison dernière, ça personne ne pourra lui enlever, mais depuis le début de cet exercice 2023-2024, eh bien il est complètement transparent. Et Tolisso de son côté, eh bien il a jamais vraiment réussi à convaincre. Et le concernant, on peut clairement dire eh bien, qu'il a déçu le club et les supporters. Comme si les mauvaises perfs sur le terrain ne suffisaient pas, eh bien, il se trouve que également du côté de la direction, il y a eu d'énormes chamboulements. Le président historique Jean-Michel Aulas est parti au printemps dernier, évincé par le nouveau patron John Textor. Et avec quelques mois de recul, eh bien, ce départ de là, ça s'apparente vraiment à un coup de grâce presque, cet Olympique lyonnais, tant le club s'est encore enfoncé depuis que son président historique est parti. Les Gaunes sont en effet sous le coup de sanction de la DNCG, donc le gendarme comptable des clubs français, qui a encadré cet été son mercato pour cause de manque de thunes finalement. L'OL n'aurait pas été capable de présenter les 60 millions d'euros de fonds propres que la DNCG lui a demandé cet été. Et cet encadrement pourrait d'ailleurs, aux dernières nouvelles, se poursuivre pour ce mercato hivernal, malgré les nombreuses tentatives de John Textor de rassurer à la fois l'opinion publique et ses supporters, mais aussi de rassurer la DNCG pour montrer que eh bien, le club a les financements et a les épaules pour assurer la bonne tenue de ses fonds. Bref, vous l'aurez compris, un mois de septembre dans la continuité de sa fin de saison dernière, cauchemardesque, même encore plus cauchemardesque que l'a été la saison dernière, et c'est vraiment une saison galère qui s'annonce peut-être la pire depuis de nombreuses années pour les Gaunes, qui vont devoir certainement, et c'est assez fou de dire ça étant donné l'histoire de ce club, eh bien lutter pour ne pas descendre en Ligue 2. Allez, notre deuxième flop de ce mois de septembre, c'est la piètre performance des Wallabies à la Coupe du Monde 2023 en France. Les Wallabies, on sait historiquement, c'est l'une des toutes meilleures nations de rugby au monde. Ils ont tout de même été champions du monde à 2 reprises en 1991 et 1999. Et là, ils ont été lamentablement, c'est le terme, il est dur, mais il faut le dire, éliminés dès la phase de poule de cette Coupe du Monde 2023. C'est la première fois de toute leur histoire qu'ils sortent dès la phase de groupe d'une Coupe du Monde. Mais pourtant, cette débâcle, c'est loin d'être une surprise quand on sait que l'Australie, ça restait sur 5 défaites d'affilée juste avant le lancement de ce mondial, et que ça fait un moment quand même que les Wallabies jouent assez mal au rugby. Et voilà, durant cette Coupe du Monde, après une victoire inaugurale contre, il faut le dire, une bien faible équipe géorgienne, l'Australie, elle a été battue par les Fidji avant de connaître la plus grosse défaite de toute son histoire en étant défait 40 points à 6 par les Gallois. Une débâcle tout simplement historique qui a placé Eddie Jones, le sélectionneur des Wallabies, au centre des critiques. Lui qui a décidé de venir à cette Coupe du Monde avec un groupe très rajeuni. Il faut savoir que sur les 33 joueurs sélectionnés, 25 disputaient leur toute première Coupe du Monde cette année. Il a également fait des choix étonnants et contestés. Par exemple, il a exclu des cadres de l'équipe tels que Michael Hooper, et il n'a fait le voyage en France qu'avec un seul ouvreur de métier, à savoir Carter Gordon. Enfin, il a fait appel à 6 capitaines différents en 8 rencontres. Donc vraiment, comment trouver une forme de stabilité avec autant de changements et de choix peu compréhensibles? Bon, lui-même ne doit pas savoir, certainement, en tout cas, ça lui a été vraiment reproché. Et d'ailleurs, Hamish McLennan, le patron de rugby australien, a annoncé une réforme structurelle à l'issue de cette Coupe du Monde. Bon, si on essaye de lire entre les lignes, c'est pas très compliqué, on peut se douter que Eddie Jones va rapidement dégager afin de repartir sur de bonnes bases, de reconstruire une équipe qui devra redorer vraiment le blason de ces Wallabies qui a été souillé durant cette Coupe du Monde afin de faire bonne figure et de faire mieux, de jouer la gagne pour la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans.
Allez, c'est déjà le dernier flop et la dernière actu de ce top flop du mois de septembre. Et on termine ces flops avec Sergio Pérez, le pilote Red Bull, tout simplement parce que ça fait 2 grands prix d'affilée que le Mexicain déçoit. Malgré un début de saison canon, on s'en rappelle, avec 2 victoires sur les 4 premiers grands prix, ça fait plusieurs mois désormais que le pilote de la meilleure écurie du monde est distancé dans la course au titre par son coéquipier et concurrent Max Verstappen. En même temps, pour rappel, Verstappen a remporté au cours de cette saison 10 courses d'affilée, record historique. Donc vous allez me dire, pas évident de tenir ce rythme, mais voilà, Pérez n'a pas non plus terminé deuxième à chaque course, donc il n'est pas irréprochable sur ce point. Et en tout cas, depuis sa deuxième place à Monza le 3 septembre, Checo n'y arrive plus, alors que dans le même temps, Verstappen, mis à part le petit accro et la défaite aux dépens de Carlos Sainz à Singapour, continue de carburer avec sa monoplace. Il a renoué avec la victoire lors du dernier Grand Prix au Japon, tandis que Sainz a terminé 8ème au Grand Prix de Singapour mi-septembre. Sa pire position, son pire résultat après sa 16ème place obtenue à Monaco au printemps. Il a même dû abandonner carrément fin septembre au Japon après un enchaînement d'erreurs assez ahurissantes. Il a d'abord cassé son aileron, puis il a oublié la ligne de safety car au moment de retourner dans les stands sous voiture de sécurité, avant de s'empaler une seconde fois, cette fois dans la Haas de Magnussen. C'est la première fois de la saison qu'il marque moins de 8 points durant 2 grands prix d'affilée, et voilà maintenant que sa deuxième place est menacée, il n'est même plus certain de terminer deuxième la saison derrière Max Verstappen, car à force d'enchaîner les contre-performances, il a vu Lewis Hamilton revenir dans son rétro. Le Britannique a en effet plus que 33 petits points de retard sur le Mexicain, et il reste encore 6 grands prix à jouer, donc vraiment rien n'est fait, et la saison de Pérez pourrait être encore bien pire qu'elle ne l'est, parce que bon, soit mine de rien, malgré beaucoup de contre-performances, il est quand même deuxième du championnat, ce qui n'est en soi pas un drame non plus. Le Mexicain a expliqué récemment que ses mauvaises perfs récentes étaient liées aux évolutions de sa monoplace au fil de la saison, avec laquelle il aurait perdu ce feeling qu'il avait au début de la saison et qui lui avait fait gagner 2 grands prix sur les 4 premières courses. Il aurait perdu ce feeling à partir du Grand Prix de Miami, et depuis il affirme avoir beaucoup de mal à maîtriser et à conduire sa voiture, et ça expliquerait cette irrégularité qui le caractérise cette saison. Mais voilà, malheureusement pour lui, avec ses mauvaises perfs qui s'accumulent de plus en plus, Checo ne serait plus indéboulonnable à Red Bull. L'écurie songe de plus en plus à s'en séparer, et ça serait bien dommage pour lui. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de ce top flop du mois de septembre. On espère que la vidéo vous aura plu, on espère que ce concept vous plaît. Voilà, on trouve ça sympa, ça vous permet peut-être de rattraper des actus que vous aurez loupées durant le mois écoulé. C'est une manière un petit peu sympathique et originale, différente, on l'espère, de faire une petite revue d'actu des dernières semaines, de voir ce qui s'est passé sur la scène sportive, ce qui s'est passé de bien, mais ce qui a aussi déçu. C'est un concept qu'on va essayer de mettre en place tous les mois de manière récurrente à partir de maintenant. Donc on espère qu'il vous plaît. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-nous vos réactions pour l'une de ces actus, ce que vous avez pensé des Wallabies ou de l'avenir de Sergio Pérez par exemple, ou est-ce que vous pensez que Coco Gauff va devenir une immense joueuse de tennis et va dépasser pourquoi pas Margaret Court, pourquoi pas, on sait jamais. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Ciao.